C'est parti, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Méditation. On se retrouve avec un nouvel invité. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Cédric Quignon-Fleuret, qui est psychologue du sport depuis 2002. Il est passé par l'AS Monaco, par les Girondins de Bordeaux, par l'INSEP. Il a aussi travaillé dans le basket, le poker, les échecs. C'est un spécialiste de la psychologie du sport et de la préparation mentale. Salut Cédric, comment ça va? Bonjour, ça va très bien, merci, merci pour l'invitation. Merci à toi. Je suis vraiment content que tu puisses partager avec nous, avec tous les auditeurs, ton expérience, ton expertise du Avec sport de haut plaisir. niveau, de la psychologie du sport, de la préparation mentale. Ça me fait vraiment plaisir. Moi, j'ai lu ton livre, enfin, je l'ai écouté en audio. Il est disponible sur Audible. Ouais, Donc, je l'avais ouais. écouté en audio, le livre Devenir champion, la psychologie au service de la performance, Ouais. qui est top, qui est Il est vraiment plus top. disponible matériellement, malheureusement. On est en train de voir pour éventuellement le rééditer, Ok. mais il est plus disponible qu'en e-book. Ah ouais, mais il est toujours disponible sur Audible. Ouais, Audible et e-book, il est disponible, mais il est plus Ok. disponible en format papier, quoi, Ah, numérique. ok, c'est une perle rare. Bah, j'espère qu'il sera réédité Maintenant, parce que oui, c'est vraiment. maintenant, oui. Maintenant, quasiment impossible d'avoir un exemplaire, même d'occasion, je crois, mais non. Hmm, Bah, après, ça fait longtemps qu'il est sorti aussi, donc ouais. ils ont épuisé les stocks. Et après cette petite introduction vraiment rapide, est-ce qu'on peut commencer par revenir un petit peu sur ton parcours et nous dire, toi, comment t'as découvert, comment t'as débuté dans le domaine du sport, peut-être d'un côté, et de la psychologie de l'autre. Moi, j'ai toujours été un grand passionné de sport. Euh, Mhm, J'étais un touche-à-tout du sport. Euh, je pratiquais plein de choses, que ce soit des arts martiaux. D'ailleurs, je sais que tu es spécialiste des arts martiaux, du karaté, de l'aïkido. Et puis, j'ai fait un peu de tout. Bon, j'ai fait beaucoup de foot au départ, une quinzaine d'années en club, je crois, quelque chose comme ça. Et puis, je dis un peu touche-à-tout. Je faisais du volley, du rugby, de l'escrime. J'ai vraiment touché plein de choses. Et puis j'ai vraiment, on va dire, la première grande passion, c'était le foot. Et puis après, la découverte, comme un peu toute ma génération, de la Dream Team de mhm. 92. Et donc vraiment l'amour du basket. Et puis voilà, je traîne encore mes vieux os sur les terrains de basket encore aujourd'hui. Avec Euh, l'AS Monaco alors non, pour jouer, pour mon plaisir. Après, j'ai aussi, travaillé la aussi. saison dernière Ouais. avec la Roca Team. Moi, ça, c'était aussi une super Hmm. expérience. Donc voilà, mes débuts, c'était ça dans la pratique sportive. Et puis dans une période où la psychologie du sport, on n'en entendait pas parler, ça n'existait pas vraiment, c'était pas un sujet. Le terme de préparateur mental, c'était quelque chose de personne n'entendait ce terme. Donc quand on l'utilisait, Mhm. c'était très vite associé à des gourous, à des pratiques obscures, on va dire. C'était quelque chose qui était connoté de manière très péjorative. Ouais. D'ailleurs, on s'interrogeait, est-ce que dire coach mental, préparateur mental, accompagnateur de la performance, il y a eu voilà, plein de... Ouais. Donc moi, au début, j'ai dit, bah, de toute façon, je vais essayer de me faire des vraies études parce que, voilà, il fallait un vrai diplôme. Mais ma première intuition, c'était vraiment une réflexion personnelle, d'être interpellé par déjà la force mentale de certains champions. Et puis après, sur moi-même, moi, j'ai toujours été un peu mon propre sujet d'expérimentation, de me dire, tiens, c'est fou comment, en fonction de ma concentration, en fonction de mon état d'esprit, j'arrive à être très bon, j'arrive à être très mauvais. J'avais jamais eu l'impression, si tu veux, d'arriver à concrétiser ce que j'étais capable de faire à l'entraînement en match au football. Au football, Mhm. c'était même assez, je veux dire, c'était éloquent, quoi. C'était, l'écart était énorme. C'est-à-dire, je pouvais vraiment être dominant à mon petit niveau dès qu'on faisait de l'entraînement et on arrivait en match, je jouais même pas avec 10% de ce que j'étais capable de faire. J'avais peur de faire des erreurs, j'avais peur ouais, de me faire reprendre, je pense, de perdre des ballons, de pénaliser. Mais j'ai voilà, Hmm. vraiment un frein à main. Ça m'a interpellé et j'ai réussi à passer beaucoup plus de cap sur le basket d'ailleurs. Et bon, voilà, après, je trouvais ce sujet-là, j'étais passionné par la psychologie, passionné par le sport, et tu sais, c'était à une époque où je me suis dit, tout simplement, j'avais 18 ans, les deux sont passionnants, je vais faire ça, sans savoir que ça pouvait être un métier d'ailleurs.
J'ai appris que c'était Yes. un métier après avoir décidé de le faire. Voilà. C'était Ouais. dans un deuxième temps, ah tiens, il y a des gens qui font ça, beaucoup plus aux États-Unis, encore très peu en France. Et je me suis lancé là-dedans avec, on va dire, l'insouciance qu'on a lorsqu'on a 20 ans. Hmm. Ce que tu mentionnes là, c'est vraiment, j'ai l'impression, le truc qui fait que les sportifs se tournent vers la préparation mentale, la psychologie du sport. C'est l'écart de performance qu'ils peuvent ressentir entre l'entraînement et la compétition. Ou même qu'on peut leur dire, non mais attends, à l'entraînement, tu roules sur tout le monde et en match, en combat, t'es plus là, quoi. Toi, tu constates que cet écart-là, c'est vraiment un truc qui fait que les sportifs veulent s'intéresser à ce qui se passe dans leur tête et pourquoi ils n'arrivent pas à retranscrire leur potentiel. Oui, c'est comme pour moi, c'est comme pour tout le monde, c'est que ça nous interpelle. Ouais. Pourquoi j'arrive à faire ça un jour et le même sport, la même pratique, le même ballon, la même salle, le même adversaire, le même tatami, peu importe, on change, on dit juste que là c'est une compétition et je perds tous mes moyens. Donc ça Hmm. nous interpelle et puis c'est une frustration aussi, je pense. C'est surtout qu'à Ouais. la base il y a une frustration de dire mais je sais que je suis capable de faire beaucoup mieux que ça. Je sais ce que j'ai en moi, je sais ce que je vaux et puis je m'entraîne pour. Il y a une phrase qui ressort souvent comme ça chez les sportifs, c'est alors surtout quand tu parles de haut niveau, c'est le sentiment de gâchis. Mhm. Tu as dû toi-même l'expérimenter aussi. C'est vraiment cette idée de dire. J'ai entendu souvent ça de la part de sportifs qui me disaient je m'entraîne pas. À quoi ça sert que je m'entraîne si c'est pour faire de la merde? Ça n'a pas de Mhm. sens. Quand ça sert que je me donne autant de mal, autant d'efforts, autant d'investissements, c'est pour arriver et faire ça, quoi. Ça n'a aucun sens. Donc c'est vraiment plus qu'une frustration, c'est une vraie tristesse aussi des fois. C'est un sentiment de gâchis, de perdre son temps, et puis je pense des sentiments assez dévalorisants, assez dépressifs comme ça, déprimants plutôt, pardon, Ouais. oui, de perte d'estime de soi, d'avoir l'impression de ne pas avoir ce qu'il faut pour se libérer. Et puis, je pense surtout qu'on est dans l'idée à la base, quand on ne connaît rien à la psychologie du sport, que ça ne devrait pas être aussi difficile en fait. Donc c'est un peu moi qui suis nul parce que a priori tout le monde y arrive. Hmm. Alors qu'en fait, la norme c'est d'avoir des difficultés. La norme c'est pas d'y arriver. Ouais. C'est pas censé être facile. C'est vrai que ça, je l'entends souvent. Et le terme libéré aussi, comme tu as dit, j'ai envie de jouer libéré, j'ai envie de combattre libéré, c'est quelque chose qui revient souvent, qu'on entend souvent aussi. Et en effet, si le sportif est capable à l'entraînement de le faire techniquement, physiquement, si à un moment donné en compétition ça bloque, là ça veut dire que le mental rentre en jeu. Il y a peut-être une perception de l'enjeu, de plein de choses qui va bloquer, qui va entraver ses capacités cognitives, techniques et physiques. C'est ça qui se passe? Euh, c'est une grosse possibilité déjà Ouais. pour pas faire dans la complexité. Hmm. Euh, Après, je dirais c'est là que le travail commence. C'est-à-dire la démarche d'un psychologue, c'est de prendre des symptômes. Et c'est pour ça que voilà, je reviens toujours à mon corps de métier. Je suis psychologue. Mon Mhm. métier, c'est pas préparateur mental. Je travaille Ouais. dans la préparation mentale. Mon métier, c'est Mhm. psychologue du sport. Et le travail d'un psychologue, c'est de prendre des symptômes et de les interpréter et de voir ce qu'il y a derrière. C'est ça le travail. Ouais. On ne prend pas pour argent comptant ce qui nous est adressé. Notre travail, il consiste comme un interprète. Voilà. Vous dites ça, mais ça veut dire quoi? Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière? Et c'est ça qui est passionnant, en fait, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière? Derrière, il peut y avoir plein de choses. Alors, il peut y avoir ce que tu as dit, très Mhm. probablement. La peur de s'accomplir, la perte du jeu, etc. Il peut y avoir plein de trucs. Il peut y avoir plein de trucs. Il Hmm. peut y avoir des choses qui touchent à l'enfance, des choses qui Ouais. touchent au symbolique, qui sont actives dans notre imaginaire, mais qui sont réactivées par le milieu du sport de haut niveau. Dès qu'on touche à la notion de performance, d'échec, il y a des choses qui touchent au relationnel, il y a des choses qui touchent à l'humain, il y a des choses qui... Voilà. Ouais. Et puis tout ça est entremêlé avec des aspects aussi des fois purement qu'il faut arriver à prendre en considération, techniques, tactiques, qui des fois touchent vraiment au sport brut, j'allais dire. Et trouver, on va dire, dans notre domaine à nous, domaine de la partie mentale, psychologique, on va dire des indices, partir sur ces indices, travailler sur ces indices, sur ces pistes de travail, et on travaille main dans la main avec l'athlète. Je pense que c'est vraiment ça l'idée, c'est-à-dire c'est forcément une collaboration. Si c'est pas une Mhm. collaboration, si c'est vraiment par rapport à un symptôme, on adresse une réponse, ce qui arrive hein, des fois chez des Mhm. préparateurs mentaux, ou ceux qui sont pas très bons, j'ai envie de dire, ou ceux qui sont pas bien Mhm. formés,
voilà, c'est face à un symptôme, on appose une solution. Mhm. Sans enquêter, sans interprétation, sans singularité de la personne qui est en face de nous. Et du coup, c'est pas efficace. Hmm. Voilà. Tu parlais de l'humain. Quand j'ai écouté ton livre, j'avais l'impression que ton approche, elle était, la spécificité de ton approche, elle était vraiment de s'intéresser justement à l'humain qu'il y a derrière le sportif. Là où souvent beaucoup, un sportif, on a l'impression que c'est juste un exécutant, quoi. Il exécute une technique, il exécute une tâche, une action, il faut marquer un but. Alors que l'humain qu'il y a derrière impacte énormément la façon dont tu perçois les choses, dont tu fais les choses. Ouais, ça paraît évident comme ça. On est des humains avant tout, hein. On est Hmm. des êtres humains, des êtres faits de complexité, d'émotions contradictoires, d'émotions changeantes, d'émotions fortes, vives et qui sont démultipliées, qui sont suractivées par la pratique du sport en compétition parce que c'est un théâtre. On se met en Hmm. scène, on se met en jeu, on met un costume différent qu'on met dans notre quotidien et Mhm. puis on joue un rôle. Oui, on joue un rôle et il faut être, voilà, on joue l'athlète confiant, on joue l'athlète qui va tout gagner, et il faut arriver à être à la hauteur du rôle qu'on veut interpréter. Donc des fois, il y a des attributs dont on est manquant, je pense. On n'est pas tous nés, je dirais, avec un mental de champion. Et Mhm. c'est vrai aussi pour des sportifs de haut niveau. C'est vrai qu'un mental on va dire que nos expériences de vie, notre environnement, le soutien qu'on a eu, tout a été en place pour que ça se transpose parfaitement à la compétition. Non, dans l'immense majorité des cas, on est fait de failles, de blessures, de fêlures, voilà, de syndrome d'imposteur, etc., etc. Et puis on se projette, on se dit que vraiment je suis capable d'être champion de France, champion d'Europe, champion du monde, champion olympique. Est-ce que c'est pas trop lourd à porter? Est-ce que vraiment je suis capable C'est dur de se projeter dans ce rôle différent. Et donc voilà, on est avant tout des humains. Et si on ne s'intéresse pas, encore une fois, de manière prioritaire à ça, euh, je pense bah déjà le travail est moins riche et moins intéressant des deux côtés, je pense, et pour l'intervenant pour celui qui se fait accompagner. Hmm. T'as parlé de frustration aussi. La frustration, elle naît de l'écart qu'il y a entre tes attentes et le résultat que tu obtiens. Donc, est-ce que la frustration, elle peut venir en effet de bon, t'arrives pas, alors que à l'entraînement t'y arrives, en compétition t'arrives pas. Mais est-ce qu'elle vient pas aussi du fait que parfois les sportifs, notamment les sportifs de haut niveau, ils se mettent une attente trop grande et même le monde, la société, les médias, le pays met sur eux une attente énorme. Est-ce qu'elle vient pas de là la frustration aussi parfois? Oui, après là, c'est des choses qui touchent aux objectifs, à la cohérence des objectifs et on va dire au sens de la pratique. Euh, oui, si on met la barre trop haute, si on veut, en fait, c'est pas tellement jusqu'où on met la barre, c'est une question de cohérence, de timing et de moyens à mettre en œuvre. C'est-à-dire, Ok. moi, c'est plus ça, c'est-à-dire que je n'ai jamais été pour dire, pour reprendre notre ami Tony Parker, qu'il faut pas rêver trop grand, qu'il faut pas rêver trop fort, Mhm. et qu'il faudrait éteindre une partie de la fantasmatique du jeune champion en disant mais tu délires. Ouais. Puis comment dire, c'est dur de renvoyer ça d'ailleurs à un athlète que Bah tu ouais. vois trop beau ça. Non, je pense que ce qui est important et ce qui est même primordial, c'est de pointer à un athlète, est-ce que son projet est cohérent, euh, à la fois en termes de timing et en termes d'investissement à tous les niveaux. Et c'est là où on peut être beaucoup plus, j'allais dire, direct, voire brutal, entre guillemets, pas parce qu'on veut être brutal, mais parce que le contenu de ce qu'on lui renvoie peut Mhm. l'être, euh, en disant oui, mais ok, tu veux être champion du monde, mais voilà, quand je t'interroge, tu me dis que tu es investi dans l'entraînement un jour sur deux, tu me dis que tu n'as pas envie de faire d'efforts pour communiquer, tu n'as pas envie de faire d'efforts pour comprendre ça, que tu as des gros problèmes de concentration, etc. Voilà, donc dire tout ça, ça va pas exactement dans le timing d'être le meilleur et d'être dominant. Donc Ouais. c'est renvoyé à une réalité en fait, c'est tout.
Ouais, mais Et les sportifs intelligents apprécient ça. c'est amené à une forme de lucidité, de prise de Ouais. conscience, plutôt l'autre à prendre conscience de, attends, voilà ce que tu m'annonces en termes d'ambition, voilà ce que Ouais. tu mets en place, ce Ouais. dont tu disposes aujourd'hui. Ouais, le niveau auquel tu es, etc. Hmm. Après, le truc, je pense que l'idée, c'est pas de faire des constats d'échecs, c'est de dire, OK, Ouais. moi, c'est mon parti pris, en fait. C'est-à-dire que Hmm. j'ai travaillé dans des centres de formation de foot, par exemple. 90% des jeunes, lorsque tu leur demandes dans leurs objectifs, c'est jouer en Ligue des Champions, Ouais. jouer en Champions League, être titulaire, gagner plein de titres, patati patata. Il y en a jamais un Hmm. qui, dans un centre de formation pro qui arrive et qui te dit, moi, mon objectif, ça serait de jouer en national. Tu vois, Ouais. l'ambition, elle va de pair avec le fait que bah, j'ai 15 ans, j'ai 16 ans, j'ai 17 ans, j'ai 18 ans et je suis dans un grand club pro Hmm. et c'est ça l'ambition qu'il faut avoir. Ça y est, Ouais. bon, ok. Euh, après, au fond, cet objectif à long terme, il n'est pas si, comment dire, si problématique, même s'il est disproportionné. Ouais. Il peut Ce donner qui une compte, énergie supplémentaire aussi. ouais, et puis je pense qu'il ne nous appartient pas de l'enlever, tu vois, Mhm. de l'enlever ou de le modifier. Parce que ça, ok, c'est ton projet. Et qui suis-je pour te dire que voilà, tu rêves trop Hmm. grand, tu rêves trop haut. Ok. Hmm. Moi, mon travail consiste à dire, ok, donc si tu veux aller là dans 5 ans, il faut que tu sois là dans 3 ans. Donc ça veut dire qu'il faut une bonne chance que tu sois là d'ici 1 an. Donc maintenant, comment est-ce qu'on fait pour être là d'ici 1 an? Parce que là, du coup, il y a beaucoup. C'est ce travail de cohérence, moi, qui m'intéresse. Et Ouais. d'ailleurs, c'est drôle parce que je ne sais pas s'il y a des sportifs avec qui je bosse qui regarderont ton podcast, mais s'il y en a, il y en a qui rigoleront quand je dirai Hmm. ça. Euh, Très très souvent, quand je fais des premiers rendez-vous avec des sportifs et que je fais des évaluations et que je parle de la définition des objectifs, je note évidemment tout. Et je leur dis attention quand même à ce que tu me réponds parce que je vais te le ressortir. Je vais le garder. Moi, c'est pas moi qui décide des objectifs. Par contre, je vais te renvoyer à cet objectif-là. C'est-à-dire qu'il faut ensuite être cohérent vis-à-vis de ça, quoi. Et ça m'est arrivé très souvent des années après de ressortir les fiches. Je dis attends, c'était quoi Hmm. l'objectif déjà? Ah oui, l'objectif c'était de jouer en Champions League, etc. Machin. Donc ok, donc ça. Cette semaine j'avais pas envie, cette semaine j'étais pas concentré, cette semaine voilà le travail qu'on s'est mis d'accord qu'il fallait faire. Ah j'ai oublié, j'ai machin. Bah tu vois ça va pas avec l'élitisme, le professionnalisme, le souci du détail. Là ça colle pas. Hmm. Donc peut-être de deux choses l'une, soit tu dois faire ce que tu es censé faire, soit il faut changer les objectifs. Ok. Voilà. Ouais. C'est Top. c'est c'est assez froid si tu veux. Moi j'ai pas je renvoie une réalité, je ne renvoie pas un avis personnel. Parce qu'en fait Mhm. surtout ce qu'il faut garder en tête c'est que on est des préparateurs mentaux, on n'en sait rien s'il peut pas être champion du monde ou champion olympique ou Ouais. s'il sera que champion départemental. Des fois Mhm. même les coachs ils se plantent, hein, donc Ouais. et moi j'ai pas d'expertise tant bien même dans un sport que je connaîtrais mieux qu'un autre, j'ai aucune capacité de prédiction. J'écoute ce que me dit. Alors des fois il y a le réel, hein. Des fois il y a un jeune qui te dit moi cette année je vais tout fracasser, je vais être titulaire, je vais machin, je vais être le meilleur et je vais être en Champions League. Et tu as l'entraîneur qui te dit lui c'est une catastrophe, c'est pas dit qu'on le garde d'ici un mois. Donc Hmm. voilà, tu prends ça en considération aussi dans ton travail avec Ouais. l'athlète. Et ce qui est intéressant, et là justement peut-être là où le préparateur mental, le psychologue du sport peut aider, c'est que les sportifs, souvent j'ai l'impression, en tout cas moi quand ils viennent, justement ils ne pensent qu'en termes d'ambition, en termes de but. Et moi souvent je leur dis que les ambitions, les buts, c'est top, ça donne une direction, mais qu'ensuite les objectifs, en gros c'est plutôt le plan d'action, c'est tous les efforts et tout ce que tu vas mettre en place pour aller dans cette direction et potentiellement atteindre. Et surtout les ramener à Mmh, ça, quoi. Parce que ce qui compte, c'est bien les sûr, efforts que tu fournis au quotidien, quoi. absolument. Et c'est toute la difficulté en fait, c'est-à-dire que on est, on est drivé par la récompense et ce Hmm. qu'on associe à cette idée de récompense. Euh, et ça peut être très différent d'un athlète à l'autre. Et toute la difficulté, je pense, d'un préparateur mental, d'un psychologue du sport, c'est d'arriver à créer de la motivation et du sens, non pas sur l'accomplissement, mais sur le parcours, Sur sur le le quotidien, processus. Ouais. sur le process. Et cette, euh, cette, euh, cette perspective-là, elle est beaucoup plus difficile à faire travailler aux sportifs que être
stimulé par, comme tu le dis, uniquement la finalité, la récompense, on va dire. D'autant plus que, pour revenir à ce que tu disais au départ, ça peut créer le mouvement inverse, c'est-à-dire de régulièrement être renvoyé au décalage qu'il y a entre ce que je voudrais et ce que j'ai. On peut renvoyer du coup un sentiment de frustration, le sentiment de pas assez progresser, que ça va pas assez vite, etc. Hmm. Et surtout dans le monde du sport, encore plus du sport de haut niveau, je pense, qui ne parle que de résultats, que de récompenses, que de records, que de chronos. C'est dur de s'en détacher pour revenir au processus. Alors pardon, j'ai pas entendu la question, ça a Ah, coupé. oh, je disais encore plus peut-être dans ce monde du sport de haut niveau qui ne parle que de résultats, de récompenses, de chronos, de records et de médailles. Donc tout Oui, enfin, ton je sais esprit, toute pas. ton attention est portée dessus, quoi. Oui, oui, bien sûr. Et on est aussi dans un univers de l'immédiateté. On veut les Mhm. choses très rapidement, et des fois d'ailleurs on les a tout de suite parce que le sport de niveau ça peut aller très très vite. Ouais. En fait, tout ce qui est de l'ordre de la prise de recul, je crois, de la capacité à relativiser, que ce soit les succès et les échecs, et de rester sur un drive, de rester sur des objectifs concrets, ça me ramène au quotidien. Pour reprendre des choses qui te parleront, ça m'ancre dans le moment présent, dans ce que j'ai à faire dans l'ici et maintenant. Et l'ici et maintenant est plus protecteur que les fantasmatiques projetés en permanence sur des scénarios idéalisés et sur, encore une fois, cette quête de l'aboutissement. S'il n'y a pas de plaisir dans l'ascension, il y aura au final pas autant de plaisir qu'on croit, même lorsqu'on arrivera au sommet, Hmm. si tant est bien qu'on y arrive. Ouais. Oui. Et y arriver par des moyens détournés aussi. Mm. Parfois par provocation, je dis ok, si vraiment ton but c'est gagner cette compétition, ben tu peux tricher, tu peux payer l'arbitre, mais quelle serait la valeur de finalement de cette médaille? On aurait. Et dans ce que tu dis, je me demande du coup si, eh ben, plutôt que de revoir ses ambitions à la baisse, il faudrait pas revoir ses efforts et le temps à la hausse en se disant ok, je revois pas mes ambitions à la baisse, mais j'accepte que peut-être ça va me demander 2 fois plus d'efforts et 2 fois plus de temps que ce que j'avais imaginé. Ouais, voilà, encore une fois, tout est une question. Moi, le mot-clé là-dedans, c'est cohérence. Hmm. C'est vraiment quelque chose, Ouais. je passe mon temps à renvoyer les sportifs à ça, en disant, ton objectif, c'est ton objectif, ce n'est pas le mien. Ouais. Et, mais du coup, si c'est ça l'objectif, voilà. Et moi, je suis uniquement, on va dire, je pense que c'est ça des fois qui peut surprendre un peu lorsque tu travailles avec un site du sport comme moi, on va dire, c'est qu'on n'est pas que, évidemment, qu'on est là-dedans, mais on n'est pas que dans la bienveillance et le réconfort et l'écoute positive, etc. Des fois, on est aussi dans l'exigence. J'irai pas jusqu'à dire que des fois, on est dans le remontage de bretelles, mais en tout cas, vraiment sur une sincérité. Moi, je Mhm. sais que beaucoup de sportifs, ce qu'ils ont apprécié et ce qui ont fait qu'ils ont envie de continuer avec moi, c'est ça, en fait. Ouais. Mais est-ce que C'est l'exigence et la sincérité, c'est pas la meilleure bienveillance possible, justement? Mais c'est leur rendre service, évidemment, tout à Hmm. fait, tu as raison. C'est-à-dire qu'au fond, c'est la meilleure protection qu'on leur rend. C'est leur dire c'est formidable ce que tu fais, ou c'est pas de ta faute, ou machin, ou c'est pas grave et ça ira mieux la prochaine fois. C'est voilà. Et il y a des sportifs qui sont, je dirais, plus sensibles que d'autres à cette idée d'avoir ce type de retour-là dans leur environnement et que c'est ce type de retour-là dont ils ont besoin pour atteindre leur objectif. Ils n'ont Ouais. pas besoin d'avoir que des tapes dans le dos. Des fois, ils ont besoin de gens qui leur disent aussi, bah là, tu vois, ça n'allait pas. Ça Mhm. n'allait pas et c'est pas cohérent par rapport à ce qu'on s'est fixé. Et mais bon, voilà, je pense à ça, je pense à des sportifs avec lesquels je travaille encore aujourd'hui, avec qui je travaillais quand ils étaient beaucoup plus jeunes. Et au départ, c'était un peu, voilà, il y a toujours un côté euh, éducateur presque, tu vois, par rapport à ces grands concepts de la Mhm. psychologie du sport qu'il faut être amené à bien intégrer. Et puis aujourd'hui, tout ça, je dirais, c'est acquis. Ouais. On est sur des niveaux de réflexion, voilà, ça ne pourrait plus arriver aujourd'hui, on va dire. Hmm. Hmm. Ces oublis dans l'investissement, ça devient une seconde nature. Mais Hmm. c'est comme on dit, encore une fois, au final, c'est du travail, du travail, du travail. Et la clé de tout ça, c'est qu'il y a du travail.
Ouais, du travail et de l'effort. Top, ça pose de bonnes bases en termes d'exigence, de bienveillance et d'effort, c'est top. Il y a un sujet que j'aimerais aborder avec toi, qui revient souvent aussi dans les échanges que j'ai, dans les questions qu'on peut me poser sur Instagram, Mhm. c'est la question de la peur de l'échec. Mhm. Comment tu définirais, toi, la peur de l'échec et son impact, l'impact qu'elle peut avoir sur la performance sportive? Ah, bon, la peur de l'échec, on en revient un petit peu à ce qu'on a dit au début, c'est-à-dire c'est l'anticipation d'une émotion. Toujours simplement s'intéresser à comment est-ce qu'on fonctionne en tant qu'être humain. On a, Mhm, ne serait-ce que par souci d'autoprotection, on, euh, pardon, on anticipe les choses. On est obligé mhm. d'anticiper les choses. Ouais. Donc, dans le cadre de la compétition, je m'excuse, je sais pas si tu entends, j'ai des notifications. Non, je Tu pense entends rien? Bon, que bah tant on mieux, les ça c'est entend bien. pas. Tant mieux, tant mieux. Parce que moi, j'arrête pas d'avoir des notifications que je ne sais pas comment bloquer. Euh, oui, On on anticipe, mais anticipe souvent les de façon choses. négative, Mais c'est-à-dire que c'est un réflexe d'autoprotection. C'est-à-dire, de survie, ouais. oui, un petit peu. C'est-à-dire, on est là, on se dit, et si? Et si j'y vais, et que je suis nul, et que qu'est-ce qui va se passer? Et on anticipe les conséquences de ça. Donc, Mhm, cette anticipation, elle est, j'allais dire, un petit peu inévitable. Donc, il y a différentes stratégies vis-à-vis de ça. C'est-à-dire qu'on peut soit s'y confronter et, et arriver à apaiser ça et se repositionner sur des perspectives plus apaisantes. Voilà, d'accepter qu'il y a effectivement des perspectives négatives qui peuvent se produire et que c'est pas la fin du monde et que voilà. Et puis il y a aussi des sportifs qui arrivent à faire, je dirais avec le temps aussi, totalement abstraction de cette perspective-là. C'est-à-dire au fond, c'est pas qu'ils y pensent pas, c'est qu'elle n'est plus effrayante. Elle n'est plus effrayante. Ils savent qu'ils peuvent faire, voilà, passer totalement au travers, etc., etc., et que c'est assumé, que c'est accepté, que c'est ok. Donc c'est pas si grave. voilà, soit parce que c'est un peu, on va dire, une nature chez eux, soit parce qu'ils l'ont aussi beaucoup travaillé. Mais encore une Mhm, fois, on en revient, c'est qu'est-ce qui est normé, qu'est-ce qui est normal. La norme, c'est d'avoir peur de l'échec. Parce que forcément, il y a une ok. équation qui est que lorsqu'on travaille beaucoup pour quelque chose, on a envie d'en tirer les fruits. Donc, et c'est cette idée de dire j'ai fait tout ça pour ça. On en revient à cette première phrase du début. Et c'est Mhm, particulièrement vrai lorsqu'on joue beaucoup sur un événement. C'est, je dirais, le summum de ça, c'est les Jeux Olympiques. mhm, Voilà. Dans le livre que tu as du coup écouté, mhm. je donne l'exemple du gymnaste qui que j'ai accompagné, qui lorsqu'il va aux Jeux Olympiques, euh, il joue, on va dire, tous ses potentiels JO et l'entrée en finale sur un passage. Il y a un passage et c'est ça qui dira s'il va aller dans les finales par agrès et les finales collectives. Sur un passage. C'est effectivement là la peur de l'échec, elle se planter là-dessus. Voilà, c'est pas c'est comme si on te dit voilà, tu vas tirer un penalty, ça va décider de 4 ans de travail. Tu vas Mhm. tirer un panier au basket, ça va décider de 4 ans de travail. Alors effectivement, sur la gestion émotionnelle, c'est compliqué. On est au summum de ça et c'est évidemment une thématique qui est centrale. Donc après, les stratégies, on va dire, pour progresser dans la peur de perdre, elles sont diverses, elles sont multiples. Je pense qu'il y a, Mhm. voilà, c'est un grand chapitre, on va dire. Ouais, ouais, ouais. Il y a différentes en effet techniques, stratégies pour surmonter cette peur. Il y en a qui l'évitent, il y en a qui l'affrontent. Peut-être le fait d'arriver à être dans l'instant présent le plus possible aussi t'évite ce genre de rumination. Euh, et est-ce que tu penses que se dire que, parce que voilà, c'est vrai que à la fin tu dis mince, j'ai fait tout ça pour rien. Et se dire que finalement quand même tous les efforts et que tout le travail que tu as fait il reste, même si la récompense n'a pas été obtenue, ça partira jamais. Ça reste, t'as quand même progressé, t'as quand même développé des compétences dans ton sport. Est-ce que ça tu penses que ça peut aider? Non, bien sûr, évidemment. Ouais. Euh, et en même temps, des vrais compétiteurs,
te diront que, tu vois, que c'est bien gentil, mais que voilà, au final, ils avaient un objectif qu'ils n'ont pas atteint, qu'ils ont perdu et tout. Donc, Ouais. ça n'empêche que tout ce que tu as dit est vrai et qu'il faut le travailler, qu'il faut l'investir et tout. Euh, Après, je pense aussi qu'il y a des niveaux de pratique, des niveaux de confiance, euh, l'investissement qu'on a par rapport à un objectif, la différence entre des sports co et des sports individuels, tout ça, ça joue beaucoup sur comment est-ce qu'on peut travailler ce positionnement-là et ce rapport à l'échec. Euh, Valoriser le parcours, les enseignements, etc. Mais au-delà de ça aussi, c'est la définition de ce qui constitue une réussite et un échec. Ça, c'est Ouais. surtout ça qui compte. C'est-à-dire, est-ce que gagner, c'est uniquement ça? C'est-à-dire, et encore une fois, je te renvoie, c'est très, très bon témoignage qu'il y a dans le bouquin du gymnase, qui s'appelle Hamilton. Lorsqu'on fait, il y a une partie de dialogue avec lui où, que je relate dans le livre, où en gros, ce qu'on interroge, c'est qu'est-ce qui constituerait en réalité une satisfaction et une déception. Et lorsqu'on creuse, on voit que en réalité, la déception, pour quelqu'un qui a déjà, comme lui, participé aux Jeux Olympiques, elle est la possibilité de déception, c'est-à-dire dans le sens c'est pas ce que je veux, c'est 99% du scénario en réalité. Ouais. Et je fais exprès de le faire d'une manière, je l'explique dans le livre, je fais exprès de prendre, parce que c'était quelque chose que j'ai déjà fait souvent avec des athlètes, quand je le fais avec lui, c'était pas improvisé, et la démonstration, il voit où je vais en venir. Je suis en train de me parler, je lui dis, mais alors du coup, admettons, tu te qualifies au jeu, parce qu'on est au moment où il veut se qualifier au jeu. Tu te qualifies au jeu. Finalement, tu arrives à te qualifier au jeu. Et tu fais un premier passage dégueulasse, etc. Est-ce que l'objectif, ça a été atteint? Est-ce que tu es content ou pas? Ah non, je suis pas content. Ok, je me suis qualifié au jeu, mais si c'est pour y aller faire de la merde, ok. Non, tu te qualifies au jeu, tu fais un bon passage, tu vois, etc. Mais malheureusement, ta note, elle ne te permet pas d'entrer en finale. Satisfait, machin. Non, bah non, évidemment. Si je suis allé, c'est bon. Ok. Tu vas en finale. Tu te qualifies en finale. Tu fais, voilà, tu donnes ton meilleur machin, etc. Tu finis quatrième. T'es satisfait, t'es pas satisfait. Quatrième aux Jeux Olympiques. Ah non, quatrième au pied du podium, c'est ce qu'il y a de pire. Attends, c'est horrible, quatrième. Comment tu veux que je sois satisfait avec quatrième? Ok. Alors tu finis troisième. Bon, quand même, il y a une médaille et tout, mais il y aura peut-être une frustration. Donc en fait, on essaie de, tu vois, on fait tous ces scénarios pour comprendre que on en est au stade où il essaye de se qualifier pour les Jeux. Et qu'en fait, à part une médaille olympique, il y a quasiment, qui est quand même long shot à ce moment-là, il n'y a quasiment aucun scénario où il y a une vraie satisfaction. Et donc on prend la conclusion de dire, vu que on stresse beaucoup pour la qualification, qu'on stresse beaucoup pour ce premier passage, qu'on stresse beaucoup pour les... et ben qu'en fait, on n'a pas d'autre stratégie pour atteindre l'objectif qu'on vise, d'être à 100% de son expression. En fait, il n'y a pas d'autre choix. Donc, si je ne suis pas à 100% de mon expression, si je ne suis pas vraiment le meilleur de ce que je peux produire, je n'ai aucune chance d'aller chercher ce résultat. Parce que chaque situation est unique. On ne parle pas de quelqu'un, par exemple, qui s'enchaîne les médailles d'or et qui est dans une statue de favori. On est sur quelqu'un qui, déjà, n'est pas sûr de se qualifier pour les Jeux. Et c'est la stratégie qu'on a travaillée avec voilà, un travail de visualisation, d'anticipation, etc. etc. Et l'histoire est magnifique parce qu'il se qualifie au dixième de point. Il y a 9 places pour aller, 8 places pour aller en finale. Et comme il a égalité de dixième avec, entre le huitième et lui, ils mettent 2 qualifiés, ce qui n'arrive jamais. Ils mettent un qualifié, ils mettent le huitième et le neuvième au lieu de mettre que les 8 premiers. Et il fait médaille de bronze, ce qui sera la seule médaille de la gymnastique française cette année-là. Donc c'est sûr que l'histoire est magnifique. Voilà. C'est pour ça que je lui ai demandé s'il était OK pour... Et lui, il était ravi qu'on la mette dans le bouquin, d'ailleurs. C'est une super histoire. Et il commentait d'ailleurs la gymnastique là, pour à Paris. France Télévisions, là, au Jeu de Paris. Ok. J'adore ces moments dans le livre, justement, où on a l'impression d'être dans le bureau, dans la consultation, c'était où but, tu décris le langage corporel. Ouais. En plus, peut-être en l'écoutant, ça fait encore plus. T'as l'impression d'être là, quoi. Ouais. Le but, c'était ça. C'était vraiment de reproduire des dialogues que je peux avoir avec les athlètes pour qu'on voit réellement, lorsqu'on ferme la porte, ce qui se passe. Il y avait un peu cette idée-là. Ce qui se dit, et au fond, que ce qui se dit peut être très éloigné des représentations qu'on peut avoir de ces champions au mental d'acier, etc. Et qu'on est très loin de ça. On est sur des jeunes gens, en grande majorité, qui
qui sont pleins de doutes, plein de stress, plein de fatigue, plein de frustration, et qui font des études en même temps, qui ont des problèmes de cœur, des problèmes de famille, enfin voilà. Le sport de haut niveau, c'est très dur. C'est ouais. dur. Et au-delà de ce qui se dit, j'ai l'impression on ressent ce qui se passe aussi dans l'instant, tu vois, quand tu décris justement le langage corporel, les réactions qu'il peut y avoir et tout, c'est ça j'avais beaucoup aimé. Si je comprends bien dans ce que tu disais, donc c'est aussi à un moment donné réussir à décorréler victoire égale réussite, défaite égale échec. Là où un compétiteur, pour lui, la différence n'existe pas en fait. Plus que ça, c'est qu'est-ce qui constitue une victoire et qu'est-ce qui constitue une défaite. Okay. Toi, tu dis victoire et défaite, mais c'est quoi une victoire, c'est quoi une défaite? Sur un match de foot, ouais. Mais justement, dans un match de foot, c'est un très bon exemple. Ça veut dire que si ton équipe a perdu, tu n'as pas de satisfaction. On sait déjà que c'est pas vrai. C'est une défaite, mais pas forcément un échec. Non, peut-être, ce serait. C'est-à-dire, la défaite n'est pas nécessairement un échec. Et puis d'ailleurs, c'est même à contrario. C'est-à-dire qu'il y a des sportifs qui sont trop sur la performance personnelle et dans un sport collectif et pas assez sur la performance collective. On voit des sportifs qui font la gueule alors que l'équipe est en train de gagner parce qu'ils on les a remis sur le banc ou qu'ils n'ont pas joué. Et inversement, des sportifs qui ils ont mis deux buts et ils ont perdu le match et puis ils ne sont pas si atteints que ça parce qu'ils savent que leur performance personnelle a été préservée. Donc, c'est complexe cette notion de ce qui crée la satisfaction et ce qui crée la déception. Et c'est important d'être au clair, je pense, avec soi-même avant d'y aller, quoi. C'est un peu d'être armé pour le combat, quoi. Ouais. Sur surmonter cette peur de l'échec, il y a aussi, j'ai l'impression, une stratégie. C'est comme j'ai peur de l'échec, de perdre, d'être nul, je vais travailler encore plus fort, encore plus dur. Ce qui peut être peut-être parfois trompeur, non? Ça peut être très bien, ça peut pousser. Enfin, tu t'en sers comme d'un levier finalement. C'est pas la solution. Tu t'en sers comme d'un levier pour justement travailler plus dur. En fait, j'aurais toujours du mal à dire, à donner des réponses systématiques. Oui, c'est bien, c'est mal. Ouais. Voilà. Parce que est-ce que c'est bien de se remettre en question, de travailler plus ou plus fort ou plus précisément, probablement. Il y a des trucs un peu style Mamba Mentality, tu vois, de l'inspiration Kobe Bryant, on n'est que là-dedans. Bon. C'est un peu caricaturable aussi. Parce qu'il faut forcément... Est-ce que je vais me lever à 4 heures du matin et faire un entraînement avant l'entraînement et faire 8 entraînements par jour? Ça va peut-être correspondre à certains, moins à d'autres. Non, je pense qu'il y a l'idée d'adéquation avec soi-même. Et après... comme on disait, de lucidité, c'est-à-dire est-ce que de quoi vraiment j'ai besoin? Est-ce que j'ai besoin de travailler plus? Est-ce que mais après, c'est pas des fois forcément de travailler plus, des fois c'est de travailler mieux, plus intelligemment, plus précisément. Un très bonne anecdote que je peux donner dans les sports de combat. Allez. Dans ma longue carrière d'ancien combattant que je suis, dans l'une de mes premières expériences, de vraies superbes expériences professionnelles, c'est avec les sports de combat parce que je travaille avec l'équipe de France de karaté. Et avec l'équipe de France de karaté, d'ailleurs, je vais avec eux sur la préparation, je travaille avec les équipes masculines et féminines sur la préparation des championnats du monde. Et d'ailleurs, ils m'avaient fait venir avec en tête justement le fait qu'ils avaient perdu, ils n'avaient pas gagné le championnat du monde par équipe chez les garçons et que l'un des buts, c'était notamment d'ailleurs reconquérir ça. Et ça a été le cas, donc c'était une première super belle aventure. Et en fait, je me rappelle très très bien que lorsque j'étais allé en stage avec eux, et on m'avait parlé de la préparation de différents athlètes. Et il y avait une athlète en particulier qui avait des résultats exceptionnels et elle se préparait totalement différemment des autres. Elle se préparait totalement différemment des autres et elle s'entraînait probablement moins que les autres. Et elle s'entraînait moins que les autres parce qu'elle savait exactement de quoi elle avait besoin. Elle savait de quoi elle avait besoin. Elle a besoin de faire ça, ça, besoin de ça. Elle faisait les choses de manière très individualisée, en travaillant pas forcément plus que les autres, même probablement moins, mais avec toujours une excellence au bout, quoi. Donc le côté toujours plus, voilà, moi je suis pas convaincu par ça. Je pense qu'il y a surtout l'idée de est-ce qu'on peut faire mieux, est-ce qu'on peut faire plus précis, plus adapté, de bien cibler mes points forts et mes lacunes et ce qu'il faut renforcer pour repartir. Yes. Voilà. Ok. Une autre peur qui est peut-être liée à cette peur de l'échec, c'est la peur du jugement, tu sais, du regard des autres. Ça, c'est quelque chose qui revient aussi et qui, j'ai l'impression, paralyse
tétanise beaucoup les sportifs, les athlètes, notamment en compétition. Qu'est-ce que dit la psychologie, ou toi, qu'est-ce que tu peux nous dire de ton approche sur cette question-là? Euh, on en vient à ça, c'est-à-dire la prise de conscience. Le regard des autres, ben, généralement, quand on dit le regard des autres, en réalité, les autres, c'est qui? Mhm. Alors, c'est qui les autres en vrai? Les Ouais. autres, la plupart du temps, on parle de deux, trois personnes. Ouais, t'as peur de décevoir, enfin, mais de décevoir qui, quoi? Généralement, toujours les deux, trois mêmes personnes. En Ouais. réalité, c'est pas une multitude de gens, parce qu'on s'en fout généralement de savoir qu'un inconnu dans le public ou que machin, la plupart du temps, on Hmm. s'en fout. Ouais. En vrai, la plupart du temps, ça va tourner autour de mon coach, mon père, ma mère, Mon club, mes mon coéquipiers, club, ouais. mes coéquipiers. Ouais. Donc on parle d'un toute petite cellule de gens. Et c'est toujours pareil quand tu décortiques les choses, lorsque tu les distingues, lorsque tu vas dans la confrontation, personne par personne, ça contribue, si tu veux, à casser une fantasmatique généralisée de je vais décevoir la Terre entière. En Hmm. réalité, c'est même pas forcément que je vais décevoir la Terre entière, c'est quelques personnes et qui seront plutôt solidaires, qui seront probablement à m'accabler. Parce qu'en règle générale, il y a plutôt de la bienveillance autour de moi qu'il y a de gens qui vont me tomber dessus Ouais. si je fais mal. Et si c'est le cas, il faut d'ailleurs peut-être s'interroger aussi. Voilà. Ouais. Est-ce que mon environnement est sain? Est-ce que mon Alors ça, environnement est sain? C'est-à-dire que si j'ai peur parce que dans le réel, je vais me faire déglinguer par des gens qui sont autour de moi et qui sont censés m'aider, ouais. c'est peut-être pas le meilleur environnement et peut-être qu'il faut questionner ça aussi. Ça, c'est une punchline qui m'a marqué dans un de tes podcasts. Je vous invite à aller écouter les podcasts de Cédric sur sa chaîne YouTube qu'il a enregistré avec les sportifs qu'il a accompagnés, où tu poses la question, je sais plus si c'est Julien Song, il me semble, tu dis, est-ce que ces gens-là, ils seront déçus de toi ou ils seront déçus pour toi? Ouais, ouais. C'est Et ça, aussi. je me le répète à moi. Ouais. Maintenant, je m'en sers pour ma préparation mentale de ce C'est bien, truc. c'est bien. Mais Et c'est quelque chose que j'utilise, cette phrase-là, c'est pour ça que j'ai mis dans le bouquin aussi, c'est dans le bouquin aussi. ouais, ok, Parce que c'était une des phrases que j'utilisais le plus souvent pour le pour et je ne sais plus, je vais te dire encore, il y a très peu de temps, il y a quelqu'un d'autre qui m'a parlé du livre et qui m'a dit exactement qu'il utilisait cette phrase-là aussi, tu vois, donc c'est marrant. ouais. Euh, Parce que je pense Celle-là, elle fait du bien, vraiment. ouais, je pense qu'elle est importante. Je pense que c'est une phrase. Je sais que beaucoup de sportifs à qui mais je crois que c'est dans l'un des tout premiers chapitres du bouquin. Ok, ok. Euh, Je l'avais réentendu, je pense, dans le podcast avec Ouais, Julien Song. pareil, oui. Et là, elle Non, je pense que ce m'avait, distinguo-là, il veut tout dire. C'est-à-dire, la plupart du temps, quand il y a de la bienveillance, les gens sont déçus pour vous. Ils sont ils déçus auraient aimé pour que tu vous. fasses mieux, Ils quoi, auraient pour toi. aimé et ils sont tristes pour vous. Hmm. Ils vous accompagnent dans votre tristesse. Parce que c'est ça qu'on fait lorsqu'on aime les gens et lorsqu'on les soutient, c'est que on est triste quand ils sont tristes et on est heureux quand ils sont heureux. Si on est déçu d'eux, ça implique un autre rapport déjà. Et en fait, c'est simplement de questionner. Est-ce que tu penses que tes parents ils seront déçus de toi, ils seront déçus pour toi? Non, ils seront déçus pour moi parce qu'ils auraient envie. Ah, ok, c'est pas Hmm. pareil. Ouais, C'est pas ça du jugement, rassure. c'est pas de la sévérité. C'est de la solidarité. Ouais. Heureusement qu'ils sont déçus. Ils sont déçus pour nous parce qu'ils auraient envie de nous voir réussir. Hmm. Hmm. Mais on n'a pas créé de la tristesse chez eux. Ils sont pas effondrés. Ils sont pas effondrés. C'est juste ils sont tristes parce que t'es triste. Si toi tu dis ouais bon bah c'est pas grave, je ferai mieux la prochaine fois. Bon, ils t'accompagnent dans le mouvement émotionnel. Mais si tu es Ouais. effondré, bah, ils sont effondrés parce que tu es effondré. Normal. Euh, si on est parent et que notre enfant il est effondré, bah, on est effondré aussi. Hmm. On Ouais. accompagne ceux qu'on aime dans leur mouvement émotionnel. On peut pas aller à Ouais. contrario. Moi, j'ai une petite fille. Si ma fille revient et qu'elle est en larmes et qu'elle est effondrée parce qu'elle a raté quelque chose, un truc et tout, je vais dire on s'en fout. C'est pas possible. Donc, Hmm. tu accompagnes. T'es triste pour eux. T'es triste de les Ouais. voir déçus, de les voir affectés, de les voir dans cette situation d'échec qui les affecte. Hmm. Et cette nuance est extrêmement protectrice et elle est importante à faire. Hein, je suis d'accord avec toi. Ouais. Et au contraire, si tu te rends compte que les gens autour de toi sont déçus de toi, là, il faut s'interroger sur est-ce que mon environnement est sain et soutenant et écologique et bon pour moi, pour ma Ouais, performance, quoi. après, je pense que il y a des questions, par exemple, un entraîneur qui est déçu de toi, ça arrivera.
Ouais. Parce qu'il attendait mieux, parce qu'on est sur un autre vocabulaire. On va dire que je t'ai fait confiance, je t'ai mis Il là. est déçu de ta performance, Déçu de peut-être. ta performance, exactement. Après, on va pas se mentir, ça peut arriver qu'on soit déçu aussi même au niveau humain, dans le comportement, dans l'attitude, dans le professionnalisme. C'est pas impossible, c'est des choses qui arrivent. Mais on a généralement plus un soutien inconditionnel des gens qui sont autour de nous, qui sont proches, notre épouse, notre mari, nos enfants ou nos parents, etc. Donc, lorsque c'est pas le cas, effectivement, il faut s'interroger. Et puis, si cette peur, on va dire, justement de décevoir quelqu'un qui serait déçu de nous, elle est réelle et qu'elle existe, mais qu'elle vient de la part d'un entraîneur, c'est la capacité aussi à faire la part des choses. Ok, il est déçu de ma performance, comme tu dis. Moi aussi, je suis déçu de ma performance, mais lui, c'est son métier, moi, c'est mon métier. On va essayer de se remettre en question, de faire mieux la prochaine fois. Je ne l'ai pas fait, qu'on va dire, par manque de respect pour mon entraîneur. Voilà, il faut toujours cette capacité à interroger ce que les mots veulent dire. Ouais, mais parce que parfois, en tant que sportif, notre valeur, elle est associée à notre performance, quoi, et à nos résultats, parfois. Enfin, on s'associe, tu vois. On peut. Et c'est ça qui peut être délicat. C'est tout à fait, ouais, ça peut être un prisme un peu comme ça, déformant de comment on se perçoit nous-mêmes ou comment nous perçoivent les autres. Et puis, on est très caricatural dans le milieu du sport. T'as qu'à regarder sur les réseaux sociaux comment les gens portent au nu des sportifs après quelques belles performances et à quel point ils vont se faire déglinguer après quelques mauvaises performances. Donc c'est d'une immédiateté et d'une injustice totale. Encore une fois, cette capacité à le prendre en compte et à prendre de la distance avec ça, relativiser, c'est très protecteur. Il faut se protéger en fait de ces choses violentes autant qu'on peut. Protéger l'humain derrière le sportif, Dans la peur de décevoir, dans ce qu'on disait, c'est peut-être très présent chez les enfants qui ont peur de décevoir leurs parents, leurs coachs. Est-ce que toi, tu l'as vu aussi à très haut niveau ? Oui. Ouais, aussi. Et est-ce que tu en as vu qui avaient peur de décevoir au-delà de leur entourage, décevoir un pays, une nation, tu vois, une entité plus grande ? Ouais, ça peut arriver. Tous les scénarios existent, mais c'est une bonne question. Enfin, c'est un bon exemple que tu prends en disant est-ce qu'un sportif professionnel qui gagne beaucoup d'argent, il peut avoir peur de décevoir ses parents ou son club. Un sportif de haut niveau de 20 ans, de 22 ans, c'est un enfant qui a concrétisé ses rêves, mais il fonctionne un peu sur le même fonctionnement. Ça ne veut pas dire qu'il a toujours le niveau intellectuel d'un enfant, c'est pas ce que je veux dire. C'est-à-dire que sur les leviers motivationnels et sur les symboliques qui sont derrière, on retrouve des fois la famille, et puis c'est toujours l'ambivalence. C'est-à-dire que des fois, on a besoin de ces leviers-là. Il ne s'agit pas de s'exempter, de couper ces leviers-là. La peur de décevoir, c'est aussi une source de motivation. C'est aussi quelque chose qui fait... Qu'est-ce qui fait si on n'a plus ça ? Oui, si on n'a plus peur du regard des autres, on fait n'importe quoi, on se balade tout nu dans la rue. Peut-être, voilà, je sais pas, chacun son truc, je te laisse libre de tes propos. Oui. Enfin... Personnellement, je ne sais pas, mais... je vois. Ce que je veux dire, c'est des fois, on lutte contre quelque chose qui nous est aussi essentiel. C'est comment on fait pour trouver une harmonie avec cette notion, cette pulsion. Mais c'est pas pour autant qu'on a... Bien sûr que des fois, on peut dire, mais tu vois, tu joues à l'OM, t'as pas envie de décevoir le peuple marseillais, etc. Mais en même temps, du coup, quand tu sais qu'il va falloir t'entraîner, tu sais qu'il va falloir mouiller de maillot, comme on dit, tu sais que... Donc, est-ce que tu veux t'exempter ? Non, si c'est bien géré, c'est un plus. Si c'est le curseur où tu le places. Et la prise de conscience et la capacité à accepter en disant oui, après, ça peut arriver, quoi. On peut être porté au nu comme on peut être hué. Benzema, Modric, quand ils arrivent au Real de Madrid, ils se font siffler à tous les matchs. Ils sont sifflés à tous les matchs. Bon, ils ont fini Ballon d'Or tous les deux. Au départ, ils sont sifflés à tous les matchs parce qu'on est trop nuls. Donc, un public, c'est très changeant aussi. Mais quel levier ça a pu avoir à un moment donné de retourner ce public, de leur montrer que c'est sûr que ça peut être à un moment donné une force, un levier, on va dire cette espèce de sévérité et d'exigence qu'il peut y avoir autour de nous.
Si on arrive à l'utiliser intelligemment, ça peut être aussi une source de motivation, comme la peur de ne pas Ouais, décevoir nos parents et qu'ils soient fiers de nous. ouais, Tout dépend ouais. si c'est, toi, de quel côté s'orienter. Est-ce que c'est plus la peur de décevoir ou l'envie Oui. de, de rendre Est-ce fier? que tu t'en sers ou Est-ce que tu le subis? est-ce que tu le subis? Est-ce que ça te dessert, quoi? Voilà. Ok. Ouais, ouais, carrément. Top, merci pour ces précisions là sur la peur de l'échec, la peur du regard des autres. C'est super intéressant. Il nous reste quelques minutes. Je voulais qu'on parle peut-être d'un thème un peu plus technique, mais je pense qu'il intéressera ceux qui nous écoutent et qui font du JJB. C'est la prise de décision. Je veux aborder ça avec toi parce que justement j'ai écouté les podcasts que tu as fait avec ce joueur de poker et ce joueur d'échecs, Julien Song, je me souviens plus du nom du Alors, joueur de Julien Song poker. et Julien Sidbon. Les deux Julien. Julien Sidbon, voilà, les deux Juliens. Et où il est beaucoup question de cette prise de décision et de cette prise de décision sous pression. Et je crois qu'en JJB, c'est beaucoup le cas aussi. Qu'est-ce qui se passe concrètement quand on est sous pression, quand on est dans un environnement compétitif où il y a de l'enjeu, le résultat et tout ça, et qui fait que notre prise de décision à un moment donné, elle est perturbée, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. C'est-à-dire, Qu'est-ce qui se passe au niveau, je sais pas, cognitif ou enfin voilà, il y a les fils qui se touchent plus pour parler grossièrement, tu vois. alors, après, au niveau cognitif, je suis pas le spécialiste à qui demander parce que c'est pas Ok. mon domaine d'expertise. Faut demander ça à Anthony Ouais. Lestade, peut-être Oui. de Focus, qui répondra mieux que moi. Euh, non, après, lorsqu'on prend une décision sous pression, justement, ce qui peut affecter la prise de décision, et là je vais répondre avec moi, Ouais. mon bagage à moi, c'est le lieu de l'inconscient. Le principe de l'inconscient, c'est assez simple à appréhender. C'est-à-dire, tout ce que tu as foutu sous le tapis va ressurgir au pire moment. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire, tout ce que tu n'as pas voulu dire, ça, j'en parle pas, cette peur, là, ce truc, cette peur de perdre, le rapport à mon coach, cet adversaire que j'aime pas, qui me fait flipper, ah, il n'a pas envie d'y réfléchir. Tout ce que tu as mis sous le tapis, au pire moment, ton inconscient, il va te le sortir en disant, au fait, tu te rappelles ce truc que tu avais voulu planquer, Hmm. machin? Bon, bah voilà. J'en fais Ah quoi ouais. là Et là, maintenant? tu peux plus penser à autre Et chose, là, quoi. là, tu peux pas y échapper. Parce que comme je l'ai Ok. répété aussi sur de extrêmement nombreuses séances à des athlètes, on ne peut pas échapper à son inconscient. On ne peut pas échapper à nous-mêmes. Donc, soit on comprend ce qu'il y a sous le tapis, et on regarde les monstres du placard, et on essaye de voir comment on peut gérer ça, Ouais. de manière à ce que ça ne vienne pas nous rattraper au pire moment. Soit on fait semblant, on espère que ça ne vienne pas nous rattraper, et ça viendra affecter notre prise de décision. Alors Hmm. après, si on prend l'exemple, par exemple, voilà, dans le joueur de poker ou une prise de décision, les paramètres ils peuvent être multiples de ce qui a affecté à un moment donné ma prise de décision. Est-ce que c'est de l'émotionnel? Est-ce que c'est de la fatigue? Est-ce que c'est voilà, des peurs que j'avais pas nécessairement et avoir un mental, j'allais dire, de champion comme ce joueur avec qui on a fait le podcast parce que c'est très très grand champion de poker, hein, numéro 1 français depuis 2 ans. C'est la capacité extrêmement rapide à s'en rendre compte et à analyser pourquoi. Je suis pas dans le Hmm. bon état et vite je comprends pourquoi. Et il te donne un exemple qui est très bon dans le podcast euh, où il dit à un moment donné qu'il se rend compte qu'il voilà pendant le break lorsqu'il est en table finale du dernier tournoi qu'il joue que d'une part qu'il n'est pas dans le bon état émotionnel et il comprend vite pourquoi il n'est pas dans le bon état émotionnel et il s'ajuste tout de suite en disant ok, je suis pas dans le bon état, je vais me remettre Hmm. dans ce que je vais faire maintenant, c'est ça. Ça, c'est la force des très grands. Ouais. Voilà, je vais lui faire plaisir, mais voilà, ce que ferait un Nadal au tennis ou ce que ferait euh, des Ouais. très grands joueurs dans leur sport, leur capacité à vite comprendre et rectifier cet état émotionnel. Mais d'abord, il faut comprendre exactement ce qui se passe pour apporter la réponse adaptée. Et C'est ça pour que tu dis. comprendre exactement ce qui se passe et apporter la réponse adaptée, il faut une grande connaissance de soi. Et cette Ouais. grande connaissance de soi, tu vas pas l'improviser. C'est beaucoup, beaucoup de travail en amont. Hmm. Voilà, on a beaucoup Et réfléchi d'aller sur chercher ça. sous le tapis On les a beaucoup choses regardé sous le comme. tapis, on n'a pas laissé Ok. grand-chose, on a régulièrement soulevé, regardé de manière à, j'allais te dire, à Ok. rien laisser au hasard. Mais c'est ça, les Hmm. champions diront, on laisse rien au hasard. Ouais. Tu Ouais. vois, tu vas te Jusqu'à ce dire, niveau-là. Ouais. je vais pas avoir envie
je vais cadrer ma famille, etc. De me dire la veille d'une compétition, je veux pas qu'on se parle, je veux pas entendre parler, je veux pas ci, je veux pas ça. On laisse pas au hasard, on laisse pas la Ouais. possibilité que viennent surgir des émotions qui peuvent potentiellement perturber ma performance. Hmm. Tout ce qu'on peut maîtriser, tous les paramètres, on va Autant les qu'on peut ajuster. maîtriser et Ouais. puis de manière à ensuite débrancher la prise et être en lâcher prise. Hmm. Mais en amont, on essaye de mettre tous les atouts de notre côté, bien sûr. Ok. Derrière la prise de décision, notamment dans le poker et les échecs, mais je pense dans d'autres sports aussi, j'ai l'impression la question de la prise de risque. En fait, en prenant une décision, je prends un risque aussi. Et soit je la joue un petit peu sécure, un petit peu petit, soit je dois peut-être prendre un risque, tenter ma chance, et c'est ça qui génère du stress, quoi. Oui, oui, bien sûr. Euh, Après, bon, dans le poker et dans les échecs, ces décisions-là, elles doivent avant tout reposer sur de la stratégie, c'est-à-dire non pas sur la prise de risque, elle doit correspondre à l'idée que c'est le meilleur play. Elle est rationnelle, elle est mathématique, Elle est quoi, censée être presque. rationnelle et mathématique. Ça peut ne pas l'être, ça peut être basé aussi sur Ok, de l'intuition, et l'intuition, c'est pas purement rationnel. ok, Mais l'intuition, c'est aussi du travail, une connexion avec soi-même et avec un ressenti de ce qui se passe autour de moi. ouais. C'est pareil pour un joueur de tennis qui va faire, j'en sais rien, un Nadal qui soudainement va avoir l'intuition de se dire, tu sais quoi, là je vais faire service volé parce que je n'ai pas fait du match et qu'il va pas s'y attendre. Et je pense que c'est la meilleure stratégie Hmm, pour. hmm. Et on pourrait dire, mais attends, c'est une prise de risque énorme de faire service volé sur une deuxième balle, sur machin. Toi, tu vois une prise de risque, lui, il voit la meilleure stratégie pour aller gagner le point. Ok, ok. Il a tenté sa chance. Il a fait un choix, c'est pas pareil. Ouais, ok, il a Il fait n'a un pas tenté choix, sa mais chance. conscient. Il a fait un choix conscient que c'était la meilleure stratégie pour gagner, et ça peut paraître comme un coup de poker ou un truc fou à celui qui observe. Ouais. Mais c'est le Mais c'est processus rationnel. mental. Bah, c'est le processus mental qu'il y a derrière qui vient dire si c'était si Ok. c'était justement quelque chose d'impulsif ou etc. Mais quand c'est des grands champions, c'est généralement un processus derrière. C'est pas une Hmm, pièce jetée en l'air et une prise de risque. ok. Tu vois, c'est de l'intuition, mais même à très haut niveau, l'intuition, c'est aussi le fruit de beaucoup de travail. On a la bonne intuition. Pourquoi est-ce qu'il y a certains qui ont une meilleure intuition que l'autre? Pourquoi lui régulièrement il décide dans un dixième de seconde d'un bon, parce qu'il a fait 1000 heures de vidéos de plus que l'autre, qu'il a travaillé spécifiquement ces situations. On croit que des fois c'est non, c'est le travail. Très 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 Ouais. très souvent chez ceux qui font les bons choix, c'est derrière, c'est qu'ils ont plus travaillé et plus Hmm. intelligemment que les autres. Et toi, ton travail auprès d'eux, si je comprends bien, donc ça a vraiment été de leur permettre de gérer l'état émotionnel, de réguler leurs émotions pour pouvoir garder un esprit rationnel et prendre Ouais, la meilleure décision. ouais, Ce c'est qui est ça. pas facile dans des grands championnats, dans des grands enjeux, C'est quoi. les mêmes process, c'est juste qu'on monte le curseur, les enjeux, les attentes. Voilà, c'est au lieu de jouer au poker, que tu peux gagner 1000 euros, tu peux gagner 10 millions. Et au lieu de mettre un panier et que tu gagnes le championnat départemental, tu gagnes l'Euroleague ou un titre NBA. C'est juste les. Mais après, le travail mental à faire est fondamentalement le même. Ouais. C'est juste qu'il est plus difficile compte tenu des enjeux. Hmm. Hmm. Mais c'est Hmm. le même process. Ouais. Ok. Donc ouais. Réguler son niveau émotionnel, essayer de garder un esprit rationnel pour prendre les bonnes décisions. Et C'est ça s'apprend, ça se travaille. C'est ce que absolument, tu dis. absolument. Tu es bien placé pour le savoir. Top, top, top. Mais je veux que tout le monde l'entende, c'est important de le répéter. Je valide, je valide. Ok, top. Merci beaucoup, Avec Cédric. plaisir. On arrive au bout du podcast. Les thèmes abordés ont été vraiment intéressants. Euh, quel conseil comme ça, juste pour terminer, tu donnerais aux sportifs, même aux entraîneurs, peut-être aux coachs qui nous écoutent et qui souhaitent améliorer cette dimension mentale chez eux ou leurs athlètes? Euh, je pense que la première chose, c'est l'envie de travailler, l'envie de se questionner et ne pas avoir peur justement de faire ça. Parce qu'à la base, il y a toujours une appréhension. Sur la connaissance de soi, ça amène une appréhension. C'est-à-dire, il y a peur de que ça va pas me perturber, est-ce que ça, voilà. Hmm, Et je pense qu'il faut déjà avoir ce désir-là, cette curiosité-là sur soi et y aller par étapes. C'est-à-dire non, c'est pas quelque chose où on va raviver forcément tous les souvenirs et tout ce qui est compliqué. Donc déjà, c'est ça, c'est d'avoir cette curiosité. Euh, Ensuite, de trouver un intervenant avec qui le courant passe bien, de préférence qui soit
bien formé, compétent, c'est pas plus mal. Donc plutôt que d'aller sur le copain du copain et le pote de l'entraîneur, de la cousine, qui voilà, et d'aller chercher des gens. Voilà, aujourd'hui il y a quand même de plus en plus de réseaux, il y a des gens compétents, formés, dont on a les références, dont on a les cursus, etc. Et de se donner un petit peu de temps, je dirais, pour déjà pour cerner, me comprendre un petit peu mieux, cerner un petit peu comment je fonctionne, et presque dans un deuxième temps, se dire ok, maintenant que j'ai ces informations sur moi, est-ce que j'ai envie de les travailler, est-ce que j'ai à quelle régularité, tout ça, ça peut se décider après. Mais je pense que la première chose si on veut progresser mentalement, c'est d'avoir d'une part cette curiosité et d'autre part d'arriver à lever un peu l'appréhension de ce que ça peut être de parler de soi et de s'ouvrir un peu et de c'est pas toujours naturel, c'est pas toujours évident, mais c'est le premier pas à faire. Top, top. Merci pour ces précisions. Les amis, je vous invite vraiment à vous tourner donc sur Audible peut-être vers le livre de Cédric, Devenir champion, la psychologie au service de la performance, d'aller écouter les podcasts qu'il a enregistrés avec les athlètes qu'il a accompagnés. Pour finir, Cédric, est-ce que tu peux nous dire quelles sont tes actualités, tes prochains challenges et où est-ce qu'on va pouvoir suivre tout ça? Là, le prochain immédiat, c'est un plaisir, ça va être de rejoindre la team de Focus, où je vais être responsable de la psychologie du sport et donc je vais commencer à travailler avec des étudiants et à donner des cours. Donc pour moi, c'est quelque chose de nouveau, de partager un petit peu mon expérience et d'essayer voilà, de donner des perspectives différentes. Pour l'instant, là, de ce que je peux communiquer, il y a que ça. Top. Sinon, c'est la poursuite de mes suivis individuels avec les sportifs, et les joueurs de poker, les joueurs d'échecs et les suivis individuels, dans lequel je prends beaucoup de plaisir toujours. Mais déjà, la grande Génial. nouveauté, ça va être le travail avec Focus. Génial. Donc vous pouvez soit être formé par Cédric si vous voulez vous tourner vers la préparation mentale, soit être accompagné par Cédric si vous avez besoin pour vous d'un accompagnement en préparation mentale. Absolument. Comme me contacter sur Instagram ou sur LinkedIn. Yes. Top. Merci encore Cédric. Je te souhaite plaisir. beaucoup de réussite pour ces projets et puis Merci. j'espère à une prochaine fois. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Salut.